Vincent est né en 1967 dans une commune qui s'appelle Conflans-Sainte-Honorine. Ensuite, école de commerce convenable, hein, l'ESC Tours, bon, voilà. Et après, donc, une première vie donc, en Espagne pendant 2 ans. Tu faisais quoi pendant 2 ans en Espagne, Vincent? Je vendais de l'espace publicitaire, en fait. Quand vous allez faire les courses sur le caddie que vous poussez en général, ou assez souvent, vous avez de la pub. Et en fait, je vendais cet espace à des annonceurs espagnols. Alors ensuite, on retourne en France chez Price. Donc, qu'est-ce que tu as apprécié cette période? Et est-ce que tu as un souvenir d'un client ou d'un truc rigolo? En fait, j'ai apprécié moyennement la période. C'est pour ça que je suis resté que 2 ans et demi chez Price. J'ai fait 3 saisons. Pourquoi j'ai été chez Price? Parce que j'avais fait mon stage de 3e année là-bas. Ils m'ont proposé de m'embaucher en rentrant d'Espagne. Et en fait, j'ai moyennement apprécié parce que quand on fait de l'audit, c'est top, c'est une super école. Quand on fait de l'audit externe, l'avantage, c'est de changer de secteur d'activité et d'entreprise très régulièrement. Et moi, j'ai beaucoup de chance en général. Et en fait, je me suis retrouvé avec 3 clients qui représentaient 95% de mon temps. C'était l'agence de pub BDP, c'était Euro Disney, donc c'était passionnant au moment de la renégociation en 93, au moment de la renégociation de la dette, donc c'était aussi très intéressant. Et le troisième, c'est Gelec, une filiale d'Alstom, du groupe Alstom. Mais j'allais dans l'audit pour découvrir plein de secteurs et plein de boîtes. Et en fait, je me suis retrouvé à découvrir 3 boîtes. Donc c'est pour ça que j'ai quitté Price pour finir dans l'automobile. Alors voilà, 30 ans, plus de 30 ans chez BMW avec beaucoup d'aventures et beaucoup de grandes émotions. Vincent, notamment ton passage en Norvège. Ouais. Combien de temps tu es resté dans 4 ans, ce beau pays? entre 2010 et 2014. J'ai lancé la BMW i3, la première BMW 100% électrique en Norvège. Et à l'époque, il y avait 4 constructeurs qui avaient des voitures 100% électriques. C'était Tesla qui lançait la Model S. C'était Renault qui avait la Zoé, Nissan qui avait la Leaf, globalement la même voiture. Et nous qui lancions la BMW i3. Et la Norvège, c'est top. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chômage. Parce que les Norvégiens dépensent, ils consomment, ils ont confiance en l'avenir, ils s'endettent, donc c'est parfait. C'est un pays riche, ils ont des aiment matières bien. premières aussi. Hein. Alors en fait, il faut savoir, et j'ai découvert, parce qu'on est en train de regarder, on est en train de faire le budget, notamment le budget français, et en fait, le fonds souverain, tiens, c'est moi qui vais te poser une question. Le fonds souverain représente exactement. Ouais. Est-ce que tu as une idée? Alors, je raisonne d'abord par mon nombre de poulets consommés chaque année par KFC et je raisonne. Le montant du fonds souverain. Ouais, en fait, le fonds souverain détient 1600 milliards aujourd'hui. Ah, oui, donc, parce que les Norvégiens, ils dépensent pas l'argent. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils le dépensent pas. Ils le prévoient pour l'avenir quand il n'y aura plus de pétrole, quand il n'y aura plus de gaz, parce qu'ils seront encore riches et ils accompagnent énormément la population. En plus, c'est important en Norvège parce que vous savez que c'est un peu grand. C'est 70% de la superficie de la France avec 5 millions d'habitants. Donc pour gagner de l'activité partout, y compris dans le Grand Nord, à Kirkenes, au nord de la Finlande, en fait à la frontière russe, mais ils ont besoin d'investir. Ils investissent pas mal. Et uniquement les revenus, le rapport du fonds souverain en 2024, c'est les 2/3 du budget de la France. C'est 250 milliards d'euros. Donc c'est vrai que quand on est citoyen d'un pays qui a autant de ressources et quand on vient avec une marque premium pour développer justement cette marque dans un pays qui a pas mal d'argent, ben c'est un plaisir, honnêtement. Ouais, belle source d'inspiration pour d'autres pays, hein, dont le nôtre, Vincent. Après, donc, autre aventure marquante dans le groupe, pendant quelques années, 3 ans de mémoire, tu as dirigé Mini en France. Mini, c'est quand même une marque extraordinaire, quoi. Ça continue à cartonner aujourd'hui? C'est génial, ça continue à cartonner. Globalement, Mini, c'est 300 000 voitures dans le monde. C'est entre 25 et 30 000 voitures en France. Et ce qui est génial, c'est que ça montre l'attachement à la voiture et l'attachement à l'héritage, à l'ADN, en fait, aux gènes de marque. Et on le voit avec Mini, puisqu'on a relancé la voiture en 2002 à peu près. Et Mini a fêté ses 65 ans l'année dernière. Et globalement, c'est un vrai succès, mais parce que c'est une voiture qui est fun, une marque qui est forte, et puis une gamme qui est assez large. Il y a un petit peu de voitures électriques, on en parlera tout à l'heure. On a un petit peu de mobilité électrique, et en plus, la mobilité à batterie est parfaite pour la mobilité urbaine, et Mini est une marque urbaine, même si l'année dernière, on a sorti une Maxi Mini, le Countryman, qui est une voiture qui fait 4,43 m, donc qui est plus grande, et qui peut être la première voiture du foyer. Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'automobile en Allemagne là? En Allemagne, là c'est quand même le bordel, on va le dire. Enfin, les 3 grands, il y a du mal, on parle de licenciement, machin. Enfin, c'est un flot européen, c'est une fierté européenne pour tout le monde, y compris les Français. Et là, ça marche pas bien. Qu'est-ce qui se passe, Vincent? Alors, en fait, ce n'est pas l'automobile en Allemagne. Et on peut parler du marché français, on peut se rapprocher du marché français. En fait, il y a un problème, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. En fait. On parlait de la réglementation, monsieur le ministre. On parlait de l'administration.
En France, dans l'automobile, il faut savoir qu'il y a eu 16 réglementations différentes en 5 ans. Donc ça occupe beaucoup de monde, mais en fait, ça fait quoi? Ça fait qu'on ne renouvelle pas les voitures. Et donc en France, et après je vais revenir en Allemagne, je te rassure, mais en France, on est sur un marché automobile à 1 700 000 voitures, alors qu'il faudrait renouveler régulièrement le marché parce que le parc vieillit. En fait, il prend 6 mois tous les ans quasiment. Et on se plaint d'avoir des émissions de CO2 qui augmentent, mais en fait, il faut savoir que les voitures modernes émettent 25% de CO2 de moins que les voitures d'il y a 10 ans. Donc si on renouvelait les voitures régulièrement, on baisserait les émissions de CO2. Là, on donne aucune visibilité. Donc en fait, les entreprises qui sont les premiers acheteurs de voitures du marché véhicule neuf et vous, en fait, les CSP+, globalement, vous repoussez vos décisions d'achat. Donc 1 700 000 voitures, c'est un parc qui vieillit, c'est un parc qui émet encore plus de CO2. Et ça pose un autre problème, c'est que, et on est dans Paris, vous savez que les vignettes critère 3 n'ont plus le droit de rentrer dans Paris aujourd'hui. Et en fait, le parc, ou le marché du véhicule neuf génère les véhicules d'occasion, donc permet à une partie de la population d'avoir accès à la mobilité, à la voiture, notamment en province, parce qu'on a besoin d'une voiture aujourd'hui, et notamment en dehors de Paris, en province. Et le fait de tarir le marché du véhicule neuf fait que le marché du véhicule d'occasion va augmenter. Donc les voitures vont être encore plus chères, et finalement, il y a une partie de la population qui ne pourra plus acheter de voiture. Donc on est vraiment face à un problème, parce qu'il faudrait qu'on soit à 2 millions de voitures à peu près chaque année. Et aujourd'hui, on est en train de créer un vrai problème à l'avenir. Pourquoi? En fait, pour décarboner la route, et ça c'est normal, il faut qu'on le fasse, et Caroline en parlait tout à l'heure, il faut qu'on protège la planète, il faut qu'on protège les prochaines générations, mais de vouloir faire ça, en fait, on est en train d'émettre encore plus de CO2, et on est en train de priver de mobilité une partie de la population en province, et c'est grave, parce que dans 5 ou 6 ans, on va s'en mordre les doigts. L'Allemagne? Alors, l'Allemagne, il y a des constructeurs qui marchent plutôt bien, et c'est le cas du BMW Group, puisqu'on investit. On ouvre une nouvelle usine aujourd'hui en Hongrie, à Debrecen, pour la prochaine génération de véhicules 100% électriques, qui aura la 6e génération de batterie, 30% d'autonomie en plus, 30% de temps de recharge en moins. Et il y a d'autres constructeurs, effectivement, qui souffrent. Pourquoi? Ce sont les constructeurs qui ont décidé très rapidement, il y a notamment 5-6 ans, d'aller sur le 100% électrique. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une norme CAFE, alors c'est un peu technique, donc je ne veux pas être rébarbatif, mais les normes CAFE, c'est que chaque constructeur doit atteindre des niveaux d'émissions de CO2 sur ses ventes en 2025, donc les normes sont très fortes par rapport à leurs ventes en fait, sur toute l'année. En Europe, bien évidemment. Et beaucoup de constructeurs, quand ils ont vu cette perspective 2025, plus 2035, donc l'interdiction de vendre des véhicules qui émettent du CO2 en Europe, beaucoup de constructeurs se sont dit on va arrêter d'investir sur le thermique, on va faire que du 100% électrique. Et en fait, on voit que le 100% électrique, il marche bien pour 15-17% de la population. C'est le mix aujourd'hui sur le marché. Les early adopters, en fait, ceux qui sont assez aptes à aller sur la nouvelle technologie. Mais maintenant, on est sur un plateau, il faut passer à l'étape suivante et ça ne marche pas. Donc tous ceux qui se sont dit on va faire que du 100% électrique, aujourd'hui ils souffrent et ils sont en train de fermer des usines. Nous, notre approche a toujours été de dire il faut que vous ayez le choix. Il faut que vous puissiez choisir les motorisations que vous souhaitez, parce qu'en fonction de votre usage, une Mini 100% électrique, c'est parfait dans Paris, mais quand on roule beaucoup, quand on est commercial ou une flotte de commerciaux à 40 000 km par an, on ne peut pas se permettre d'être en 100% électrique, et il faut encore du thermique. Et c'est pour ça que mes ventes en France aujourd'hui, c'est 25% de 100% électrique l'année dernière, 25% d'hybride rechargeable pour ceux qui font du semi-urbain, et 25% de thermique, 50% de thermique, pardon, parce qu'il y a encore des rouleurs. Ouais. La Chine, c'est ce que se dit Cyril Roger, là, on va tous rouler en véhicule chinois dans peu de temps, non? Non, vous allez tous rouler en BMW, en Mini, combien ça coûte, ou BMW, en motorade, ou en BMW motorade en 2 roues. Les Chinois, non? Combien elle coûte la boîte? Alors, elle est valorisée à 50 milliards aujourd'hui, mais il faut savoir que BMW, c'est comme Caroline, c'est une petite boîte familiale. Près de 50% du capital est détenu par une famille, donc on reste entre nous, presque. Il y a une partie qui est cotée. Mais plus sérieusement, Vincent, les Chinois, on en parle de tous les côtés. Qu'est-ce qui se passe là? Ils rachètent, ils ont des marques, ils ont des belles marques d'ailleurs. En fait, on parle beaucoup des Chinois. Nous sommes un des rares constructeurs à dire arrêtons les taxes douanières pour les voitures chinoises, parce qu'en fait, ça va déclarer une guerre économique et on voit bien ce qui se passe. On voit ce que dit Bernard Arnault aussi. On voit les résultats en Chine des marques françaises aujourd'hui de produits, et je ne parle pas de marques françaises, de marques automobiles, pardon, mais de marques de luxe produites en France,
France, mais qui souffrent en Chine. On voit la guerre économique, ce que ça va donner avec les États-Unis. Donc notre position est de dire ouvrons les frontières. C'est ça qui crée l'innovation, c'est ça qui crée la dynamique. Il faut investir, c'est certain, mais quand on est bon, on ne doit pas avoir peur de la concurrence. Et dans l'automobile, on le disait tout à l'heure, ça fait 30 ans que je suis dans l'automobile, 30 ans que je suis chez BMW. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, c'était les Japonais qui étaient en train d'arriver, Toyota, et tout le monde disait « Ah, les Japonais, il faut créer des quotas, sinon ils vont bouffer les constructeurs ». À l'époque, BMW vendait 24 000 voitures en France. Il y a 20 ans, c'est les Coréens qui arrivaient. Et là, on disait « Ah, il faut des quotas ». BMW vendait 35 000 voitures. Et là, maintenant, c'est les Chinois qui sont en train d'arriver. L'année dernière, j'ai vendu 67 000 voitures en France. Donc, vous voyez, la concurrence, mais la concurrence crée la dynamique. Par contre, il faut investir, il faut avoir des produits qui plaisent, il faut avoir des produits innovants. Mais quand on est bon, on ne doit pas avoir peur de la concurrence, c'est tout. Vincent, cette problématique des jeunes, ils sont insupportables, les jeunes, hein. X, Y, Z, là. Ils veulent plus de bagnole. Ils n'achètent pas. Alors, après, tu la loues là. Je suis pas d'accord. C'est catastrophique. Non, pour toi, ça c'est parce que t'es. Faut arrêter de faire les enfants, non? Ça c'est parce que t'es à Paris, dans Paris intramuros, un petit peu à Deauville ou c'est de temps en temps ou à Trouville. Non, les jeunes. Enfin, je vois à l'automobile, il y a toujours une passion énorme. Alors oui, il y a une partie des jeunes qui veulent pas passer le permis, ok, parce que s'il y a des, et je suis le premier à dire, s'il y a des transports en commun, s'il y a des solutions pour aller chercher son pain, on parlait de poilane tout à l'heure, si on peut aller chercher à pied, il faut aller chercher à pied. De toute façon, la meilleure mobilité, c'est celle qu'on utilise uniquement avec nos pieds, avec nos jambes, et donc c'est parfait, et c'est la locale. Tu fais des vélos de BMW? Oui, on fait des vélos, exactement. Enfin, on fait des vélos plus mini en ce moment, mais on fait des vélos à assistance électrique. Donc, quand on peut utiliser le vélo, la trottinette, la marche à pied, c'est parfait. Mais il y a quand même 90% des Français qui disent avoir besoin d'une voiture et 88% des Français qui disent utiliser leur voiture tous les jours parce que les réseaux de transport en commun ne sont pas parfaits. Donc, les jeunes, il y en a beaucoup qui veulent pas, enfin, il y en a certains qui ne veulent pas passer le permis de conduire, notamment dans Paris intramuros, c'est parfait, mais il y en a aussi beaucoup qui veulent le passer dès 17 ans, 17 ans et demi, parce que maintenant on peut. Et je suis partenaire du Tour Auto, je ne sais pas si vous connaissez. C'est très sympa, donc, c'est génial, c'est exceptionnel. Et le Tour Auto, moi, je vous invite à aller voir une étape, mais vous avez plein d'enfants, plein d'adultes avec les yeux qui brillent, la passion qu'elle a. Il y a eu le mondial de l'auto au mois d'octobre, pardon. Donc j'avais un stand, j'avais 1000 mètres carrés avec BMW Mini et Motorrad, les deux roues, il ne faut pas les oublier, au salon de l'auto. Mais il y avait énormément de monde, il y avait une vraie foule. On voit que la passion automobile est toujours là. Par contre, il faut que ce soit une passion raisonnable, durable. Il faut travailler sur la baisse d'émissions de CO2. Il faut travailler sur le recyclage parce que non mais quand je parle d'un marché à 2 millions de voitures au lieu d'1,7 million, j'entends souvent mais non, c'est débile, il faut utiliser au maximum les biens. C'est vrai, il faut les utiliser. Mais à un moment, la technologie fait que des voitures modernes émettent moins de CO2 que des voitures plutôt anciennes. Donc la solution, c'est d'utiliser au maximum. Mais à un moment, c'est d'arrêter l'utilisation, surtout quand la voiture ne marche plus, de réutiliser toute la matière, y compris sur les batteries, le cobalt, le nickel, réutiliser la matière pour pouvoir faire des voitures neuves qui sont plus efficientes. Et aujourd'hui, sur une BMW, vous avez 22% de matière qui est recyclée. Et dans une batterie BMW, vous avez 50% de l'aluminium et 30% du nickel qui est recyclé. Donc on travaille, et c'est de cette façon qu'on arrivera à créer un cercle totalement vertueux. Vincent a failli, il était à ça, de participer aux Jeux Olympiques. On dirait pas comme ça parce que j'ai un peu grossi. Non, mais c'est aux Jeux Olympiques. Bon, alors d'accord, c'était en 1984. 40 ans. Ouais, elle avait 0, la petite Caroline. Là. Alors raconte-nous, là, tu étais en quelle discipline et qu'est-ce qui t'a manqué pour hop? Alors, en fait, j'ai fait beaucoup de natation, j'étais sportif de haut niveau, j'étais en équipe de France. Et ça a toujours été ma passion. Alors, j'ai été à Tours pour ça, j'ai été à Mulhouse d'abord. Je suis originaire de la région parisienne, né à Conflans-Sainte-Honorine, donc la banlieue banlieue ouest-nord-ouest. Et à 17 ans, il a fallu que j'aille passer mon bac ailleurs qu'en région parisienne parce que la structure était plus suffisamment bonne. Donc, je suis parti à Mulhouse, dans le meilleur club de France, à l'époque, pour passer mon bac. J'ai rencontré ma femme, ce qui était une
Amaury-Levaux a nagé avec les hors-terre, effectivement, c'est donc la famille locale qui était entraîneur et qui dirigeait le groupe. J'ai fait 4 ans à Mulhouse où je nageais. Et puis ensuite, effectivement, je suis parti à Tours pour faire l'école de commerce. Et pourquoi Tours? Parce que c'était un bon club de natation. Et donc, en 83, j'ai été dans les listes des sports de haut niveau du ministère. Donc, j'étais accompagné pour pouvoir éventuellement aller à Los Angeles. Mais vous savez que la natation, c'est un sport dur, comme tous les sports d'ailleurs. Et on a tous vécu les JO cet été. C'était exceptionnel. Donc, je me suis battu. J'ai essayé de m'entraîner au maximum. Et à Mulhouse, on nageait même le matin de 6 à 8. Les horaires d'entraînement, c'était le matin de 6 à 8, le soir de 6 à 8 et 1 heure de muscule entre midi et 2. Donc, entre les études, avec le bac, c'était un petit peu compliqué. Mais c'était passionnant. Et puis voilà, il y en a qui ont été meilleurs que moi. Donc, moi, j'ai essayé d'être meilleur après dans l'automobile, c'est tout. Et alors, après, avant de terminer, un côté, on peut l'applaudir, oui, c'est quand même super, c'est super. Et pour terminer, ça va faire le lien avec le dîner qui débute maintenant. Côté vin, tu as un coup de cœur du sud de la France, avec un domaine qui a un joli nom, le domaine du Grand Guilhem. Ouais, c'est une. Alors, honnêtement, ce sont des copains aussi, mais en fait, ce sont des Parisiens informaticiens qui ont décidé de tout quitter en 2000 et d'acheter un domaine, le Grand Guilhem. Ils ont 9 hectares dans les Corbières, je ne sais pas si vous connaissez. C'est au niveau de Leucate, Barcarès, au nord de Perpignan, un petit peu dans les terres, 50 km de la mer. Et c'est un vin bio, un vin naturel, un vin de France, mais en fait il est exceptionnel et je vous invite à le goûter quand vous le trouvez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouteilles, 9 hectares c'est pas énorme, petit, mais ils sont passionnés, et puis des informaticiens qui font du vin, en fait ils arrivent à faire des trucs sympas. Bon, il devait être top, il était top, merci beaucoup, félicitations Vincent, on passe à table, merci Vincent, merci.